Place maintenant à l'invité de ce Ici 19-20. Hélène Maman reçoit maintenant le professeur d'économie à l'Université Côte d'Azur, Patrick Musso. Il y sera question de dette publique et d'équilibre budgétaire. Évidemment, on a plein de questions à lui poser. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Hélène, c'est à vous. Merci à vous Thibault et bonsoir Patrick Musso. Nous sommes à la veille d'une journée nationale de mobilisation contre l'austérité et la réforme des retraites. Le budget 2026 doit être voté à la mi-octobre à l'Assemblée nationale. Alors d'un côté, le ras-le-bol des impôts, le ras-le-bol des efforts à fournir et de l'autre, la nécessité finalement de réduire la dette. Ce sont, selon vous, deux réalités qui sont irréconciliables ? En tout cas, qui vont être difficilement conciliables, ça c'est sûr. Ce sont deux réalités qui vont s'opposer. Alors, je pense que peut-être, il faut tout d'abord quand même comprendre le contexte. Pour le moins, il faut bien comprendre que pour les Français, la situation actuelle est vraiment anxiogène. On leur dit depuis des mois maintenant qu'il faut absolument s'attaquer à la dette publique. Vous avez rappelé l'importance de ce problème pour éviter qu'elle devienne insoutenable. Et pour cela, il faut réduire le déficit public. Alors là, même si on n'est pas économiste, on comprend très vite que ça va impliquer plusieurs choses. Ça va impliquer d'une part une réduction des dépenses publiques et d'autre part une augmentation des impôts, nécessairement. Parce que cette dette, on ne l'a pas chiffrée. On a fait faire une palette. J'ai d'ailleurs hésité à l'afficher parce que je me suis dit effectivement que ce serait très anxiogène. Il faut informer les Français. 3 416 milliards d'euros au premier semestre 2025. Oui. Ça veut dire, pendant qu'on parle, elle continue de courir. Et 50 milliards d'euros par an, simplement les intérêts de la dette. Exactement. Ça, c'est anxiogène. Et puis surtout, les Français ne voient pas de perspective. On leur dit de faire des efforts et ça fait des années que ça dure. Et finalement, la situation non seulement ne s'améliore pas, mais elle s'aggrave. Effectivement. Alors attention, c'est vrai que c'est un chiffre qui fait peur, mais qui n'a de sens que lorsqu'on le compare à ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire le montant des richesses qui sont produites en France tous les ans. Donc rapporté au PIB, ça nous donne quelque chose qui va être autour de 115% et qui est un niveau très élevé. Et ce niveau augmente dans le temps et augmente de façon, disons, inexorable depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est ça qui est grave, c'est le fait que l'on n'arrive pas à stabiliser ce ratio dette sur PIB et qu'on paye de plus en plus, vous l'avez dit, d'intérêts pour la dette. Alors c'est autour de 50-55 milliards cette année et on pense que ça sera de l'ordre de 60-65 milliards l'année prochaine. Ce qui veut dire, rendez-vous compte, excusez-moi, que ça sera l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Donc en fait, ça veut dire qu'on va dépenser la même chose pour, non pas rembourser la dette, mais simplement payer les intérêts de la dette que le budget total que l'on va investir dans l'éducation nationale. Oui. Il y a de quoi effectivement être un petit peu déprimé. Oui, et puis ça paraît même irrationnel. Alors vous pensez quoi de cette fameuse taxe Zuckman dont on parle beaucoup, qui fait polémique, cette taxe sur les ultra-riches que le Premier ministre a écartée? Il ne fera pas de taxe Zuckman. Alors, cette taxe Zuckman, a priori, elle est très populaire. Vous avez vu dans tous les sondages et les publicités. Et là encore, ça peut se comprendre. Les Français se disent que leur pouvoir d'achat a du mal à augmenter depuis quelques années, qu'ils ont du mal à tenir les deux bouts. On va leur dire qu'on va encore augmenter les impôts et réduire les dépenses. Et effectivement, ils se disent, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et là, vous dites que c'est une mauvaise idée à moyen terme, cette taxe? Alors, on dit en fait, écoutez, il faut augmenter les impôts, mais surtout des ultra-riches. Alors ça, effectivement, les ultra-riches, il y en a très peu par définition. Personne ne se sent vraiment concerné, évidemment. Donc tout le monde se dit, oui, si eux ont les moyens, il faut que ce soit eux qui payent, parce que nous, on ne peut pas. On ne peut plus. Donc c'est bien quand c'est l'autre, mais pas quand c'est soi. C'est un petit peu humain de réagir comme ça. Alors, est-ce que cette taxe est bien ou pas? En fait, pour aller très vite, je sais qu'on a peu de temps, il y a évidemment des effets secondaires négatifs à attendre de cette taxe. Si on taxe fortement les très riches, évidemment, ça va être une incitation pour qu'ils quittent le territoire. Mais je pense que ce n'est pas le principal problème avec cette taxe. Le principal problème, c'est que si on en croit les défenseurs même de cette taxe, elle devrait rapporter au maximum 15 milliards d'euros. Alors 15 milliards d'euros, ça peut paraître beaucoup.
On pense que ça va être certainement beaucoup moins que ça. Et le déficit qu'il y a à combler, il est supérieur à 150 milliards d'euros. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et ça veut dire que tant qu'on passe beaucoup de temps, y compris ce soir, à parler de cette taxe, en fait, on ne pose pas les vrais problèmes et on ne s'interroge pas sur les vraies solutions à y apporter. Et vous avez dit que cette dette risquait d'être insoutenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on pourrait être sous tutelle du FMI, c'est vrai? Alors, risque réel? voilà, on peut jouer à se faire peur, mais enfin, c'est pas encore le cas, ne nous inquiétons pas. Tout de suite, c'est pas une urgence absolue. On va rester sur cette information positive. Dites-moi en revanche. En revanche, c'est le signal que l'on va envoyer qui va être très important. À nos créanciers. Si on envoie un signal qui signifie qu'en fait, on n'est pas prêt à faire quelque chose de sérieux pour enrayer ce phénomène, alors ça peut très vite devenir catastrophique. C'est le moment des questions des téléspectateurs. Elles sont précises et elles sont nombreuses. Il va falloir répondre rapidement. Je suis désolé, c'est un exercice assez compliqué. Kamel qui habite Grasse, oui. Quel est le meilleur moyen pour stopper l'intérêt de la dette dans les années à venir, selon vous? Le meilleur moyen pour réduire les intérêts de la dette, c'est tout simplement d'essayer de se désendetter, c'est-à-dire en fait de réduire nos déficits. Là, c'est pas de l'économie, c'est vraiment de l'arithmétique. C'est bon père de famille. Annick de Saint-Étienne-de-Tinée, vous nous parlez de réduire le déficit public. Nos parlementaires doivent-ils montrer l'exemple? Je pense qu'ils ont un exemple à montrer, mais surtout par leur vote. Rendez-vous compte que la dernière fois qu'ils ont voté un budget équilibré, c'était en 1974, plus de 50 ans. Donc l'exemple qu'il faudrait montrer maintenant, c'est d'être capable de voter un prochain budget qui soit pas équilibré, ne rêvons pas, mais qui permette de réduire sensiblement notre déficit. Et Gilles qui habite Cagnes-sur-Mer, d'après Marc Toiti, le gouvernement peut arriver à ponctionner sur l'épargne des Français. Qu'en pensez-vous? Là aussi, il y a une épargne très très importante en France. Et on a besoin de refinancer notre dette. Donc évidemment, on peut se dire pourquoi pas emprunter en allant chercher de l'argent où il est. C'est une solution, mais ça ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, ce n'est pas d'emprunter aux Français ou à des étrangers. Le problème, c'est de réduire notre endettement. Et puis Claude qui habite Nice, la réponse n'est-elle pas dans des achats de produits français, oui ou non? Pas nécessairement. Pas nécessairement, entre les deux. Voilà, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous. Et je précise que Sébastien Lecornu devrait annoncer le budget 2026 dans quelques heures, quelques jours. Merci beaucoup à tous les deux.